Bienvenue dans l'ascenseur, vous êtes offert par L'Oréal, entreprise engagée pour l'égalité des chances. Leur réussite est remarquable et pourtant on ne parle jamais d'eux. Ces femmes et ces hommes ne sont ni top modèles, ni footballeurs, ni humoristes. Ils sont responsables des ressources humaines, chefs d'entreprise, directeurs commerciaux, entrepreneurs, avocats, médecins. Et pourtant, pour eux, c'était loin d'être gagné au départ. Tous sont issus de milieux modestes et tous ont déjoué les lois de la reproduction sociale. C'est parce qu'ils sont bien plus nombreux qu'on ne le dit, parce que leurs récits sont hyper inspirants, que je leur tends mon micro. Je m'appelle Anne-Cécile Sarfati, je suis journaliste et je travaille depuis des années sur l'égalité professionnelle et l'égalité des chances. Mon podcast, Bienvenue dans l'ascenseur, veut donner une voix à ces personnes au parcours incroyable que j'ai eu la chance de croiser. Bienvenue dans l'ascenseur. Être originaire d'un milieu social moins favorisé, je pense que m'a donné de la force. Pour moi, il n'y a pas de meilleure motivation que l'espoir que vos parents peuvent porter en nous. Mon travail a été pour moi un élément de réussite. En tout cas, ça a été mon ascenseur. Dans cet épisode, je rencontre Glenda Barbosa. Ses parents, originaires de Guinée-Bissau, ont émigré en Europe pour offrir une meilleure vie à leurs enfants. Glenda est arrivée à Paris à l'âge de 14 ans, sans parler un mot de français. Bonjour Glenda, merci de témoigner dans Bienvenue dans l'ascenseur. Bonjour Anne-Cécile, merci pour cette invitation, ravie d'être là. Entrons dans ton ascenseur social, Glenda. Quand tu te regardes dans le miroir aujourd'hui, qui vois-tu ? J'ai 35 ans, mère de 3 enfants, 3 garçons, 8 ans, 4 ans, dont les derniers sont des jumeaux. Je suis actuellement responsable qualité service client international chez Europcar Mobility Group, que j'ai rejoint il y a quelques mois. Dans l'ascenseur, c'est quoi ton rez-de-chaussée, ton point de départ ? Je suis née en 1988, je suis la 3e de 4 enfants. Mon père était peintre en bâtiment et ma mère mère au foyer. En 88, quand ma mère était enceinte de moi, et mes parents ont décidé d'aller vivre au Portugal, donc à Lisbonne, à la recherche de une meilleure situation économique. Donc nous avons vécu là-bas, donc toute mon enfance là-bas. Bon, la situation n'était pas très très optimale. Une bonne première partie de ma vie, nous avons vécu dans un bidonville, donc une maison partagée en colocation avec d'autres familles. Donc nous étions à 4 dans une chambre partagée, pas d'eau chaude. Mais voilà, enfin c'était pas une enfance malheureuse, mais c'est vrai que au niveau de la situation, c'était pas l'optimal. Puis avec le temps, mes parents, à la recherche d'un meilleur avenir pour moi et pour mon petit frère, ont décidé d'investir dans un appartement loin du bidonville pour qu'on puisse avoir une meilleure situation et surtout de nous éloigner de cette vie de bidonville. Donc nous sommes allés dans ce nouvel appart qui était plutôt grand, avec une mezzanine, un duplex. Donc voilà, c'était une première ascension sociale pour moi. Mais à un moment, mon père a perdu son travail. Donc, c'est de là qu'il a décidé de partir du Portugal et d'aller d'abord en Allemagne. Alors pourquoi l'Allemagne ? Parce que dans la communauté bissau-guinéenne, on va avoir des membres de famille un peu partout dans le monde, en Europe. Et voilà, mon père, il avait un cousin qui habite en Allemagne et qui lui a conseillé de venir pour qu'il puisse l'aider à trouver du travail. Donc il est allé. Finalement, ça n'a pas marché. Il avait du travail, mais c'est vrai que par rapport à la langue, c'était pas non plus très évident. Et finalement, il a décidé de venir en France. Vous étiez toujours au Portugal avec ta mère et ton frère ? Oui. Pendant ce temps-là, nous étions restés au Portugal, puisque mon père est parti à la recherche d'un meilleur avenir, une meilleure situation, et donc il est allé tout seul. Et en attendant, nous sommes restés au Portugal. La situation n'était pas optimale, donc voilà, on attendait. Ma mère a été au foyer, donc nous on allait à l'école. On attendait que notre père nous envoie un peu de sous à la fin du mois pour pouvoir tenir le mois. Ce qui est bien à cette époque-là, au Portugal, il y avait un peu ce système d'entraide. Typiquement,
enfin, on avait la possibilité d'aller chez le boucher, de prendre le nécessaire et de pouvoir rembourser à la fin du mois. Donc voilà, c'était encore courant et ça nous aidait pas mal. Et finalement, on a rejoint mon père en cours d'année, c'est-à-dire qu'on est arrivé en France, c'était en mars de 2003. Bienvenue dans l'ascenseur. Que se passe-t-il quand vous rejoignez ton père en France? C'était un choc. Vraiment. C'était horrible pour moi. Parce qu'on arrive, on rejoint mon père dans son petit studio de 9 mètres carrés à Gare du Nord. Donc nous étions à 4 dans ce 9 mètres carrés, au 6e étage d'un immeuble haussmannien, sans ascenseur. Donc voilà. Les toilettes sur le palier. Donc voilà, c'était pas évident, arriver comme ça dans un pays, dans ces conditions-là, ne pas parler la langue. Enfin, je ne savais pas dire un seul mot français à part bonjour, comment ça va, croissant. C'est tout ce que j'avais dans mon dictionnaire de langue française. Donc voilà, c'était des moments vraiment difficiles pour nous. Je pleurais, c'était horrible. Je pleurais. Je demandais à ce que voilà, on rentre au Portugal, parce que je me sentais pas chez moi, je me sentais pas bien. Donc voilà, le temps est passé. Et voilà, finalement, donc j'ai intégré un collège, donc une classe français langue étrangère pour apprendre à parler français. Donc j'avais 14 ans quand je suis arrivée en France. Au Portugal, j'étais déjà en 3e et du coup, comme je suis venue en France, je suis repassée en 4e pour avoir le temps d'apprendre la langue. Donc ça durait quelques mois et finalement, à l'école, ils ont considéré que je parlais assez bien français pour pouvoir passer dans une classe normale. Alors revenons à notre voyage en ascenseur. Est-ce que à un moment, l'ascenseur frémit pour annoncer une remontée, et est-ce que le passage dans cette classe annonce une remontée pour toi? En quelque sorte, parce que c'est vrai que c'était comme une reconnaissance. On était plusieurs dans cette classe de français langue étrangère. Mais finalement, j'étais la seule qui avait été acceptée en classe normale, autorisée à quitter cette classe. Donc finalement, c'était une espèce de reconnaissance. Mais en me retrouvant dans cette classe normale de 4e, avec des élèves, des jeunes enfants qui sont nés en France, qui parlent couramment français, c'était pas une évidence pour moi. C'était ma hantise, la classe de français, quand la maîtresse, la prof, elle demandait un volontaire pour lire. Comment je baissais ma tête, comment je me cachais, parce que je n'avais pas du tout envie de lire en public, de peur des jugements. Mais donc voilà, c'était une ascension sociale sans forcément l'être, avec quand même des challenges, des barrières où je me sentais pas vraiment à ma place. Et voilà, donc c'est ce soupçon d'ascension sociale qui en parallèle allait avec une autre descente non plus sur le plan personnel. Parce que voilà, enfin nous étions dans un 9 mètres carrés, donc la propriétaire avait loué ce 9 mètres carrés pour mon père et finalement il a amené toute sa famille, c'est normal. Et en le découvrant, elle a entamé une procédure d'expulsion. Donc cette procédure d'expulsion qui a duré voilà, enfin presque un an et c'est arrivé quasi au moment où je passais mon brevet. Je parlais déjà assez bien français, j'étais devenue un peu la responsable à la maison, donc en charge de la gestion administrative. Et donc j'ai aidé mes parents à gérer toute cette partie-là, le dossier pour le process d'expulsion, mais surtout pour le retarder l'expulsion. Donc on s'est retrouvés aller au commissariat de police où je suis allée pour supplier pour qu'ils ne viennent pas nous expulser avant que je passe le brevet. Donc c'est vraiment ce qui s'est passé. Donc j'ai passé mon brevet le dernier jour, le lendemain, ils étaient là. Donc les policiers, le serrurier, l'huissier, mon père était au travail, donc j'étais avec ma mère, mon frère. Ils sont arrivés, donc ils ont toqué à la porte et voilà, on s'est retrouvés dans cette situation à devoir préparer les valises, les bagages en moins d'1 heure parce qu'ils nous pressaient vraiment, il fallait qu'on parte. Et on s'est retrouvés dans la rue tous les trois, sans savoir où aller. Donc heureusement, on a pu aller dans les locaux de notre assistante sociale qui suivait déjà mes parents depuis un moment par rapport à ce process-là d'expulsion. Nous sommes restés toute l'après-midi. En fin de journée, elle a réussi quand même à nous trouver une chambre d'hôtel à Gare de l'Est où nous avons été logés. Pour une jeune adolescente, c'était pas forcément une fierté de se retrouver dans un hôtel
Ça n'était pas non plus une fierté pour notre famille d'être dans une chambre d'hôtel, de devoir parfois aller cuisiner chez des membres de la famille, ne pas forcément être bien reçu, donc d'avoir ce sentiment-là de mendier. Mais voilà, parce qu'on n'avait pas forcément des moyens de cuisiner, donc ma mère se voyait mal de devoir nous nourrir avec des plats préparés en avance. Donc voilà, c'était essentiel pour elle de pouvoir cuisiner pour nous. Et alors, tu vis encore à l'hôtel quand tu rentres au lycée? Donc oui, j'ai eu mon brevet et grâce aux bonnes notes que j'ai pu avoir au brevet et pendant ma scolarité, la 3e, j'ai pu intégrer le lycée Sophie Germain, qui est un très bon lycée. Et voilà, pendant cette période, je vivais à l'hôtel. Ça n'a pas été une année facile sur le plan scolaire, de par ma situation personnelle. Et aussi, je me souviens, je n'étais pas fière parce que parfois quand je rentrais avec des copines de classe, je changeais de parcours, de chemin pour qu'on me voit pas entrer à l'hôtel. Donc bon, avec du recul maintenant, je ne ferais plus la même chose, j'assumerais complètement ce parcours-là, mais à cette époque-là, c'était une honte. Et j'en avais parlé à personne. Il y avait qu'une seule copine qui était au courant que j'habitais à l'hôtel, mais c'est comme si c'était un crime. Hein. Donc finalement, non, c'était pas évident. Bienvenue dans l'ascenseur. Tu as dit que c'était pas facile ta seconde au lycée. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quand même, comme je disais, hein, c'était un très bon lycée, donc les attentes étaient quand même très importantes au niveau scolaire. Et par rapport à ma situation personnelle, ce n'était pas évident. Enfin, je n'avais vraiment pas la tête à ça, je n'étais pas dans mon élément, alors que j'ai toujours été très studieuse. Mais voilà, enfin, les problèmes personnels ont fini par prendre le dessus. Je me suis retrouvée quand même à devoir gérer ou aider mes parents à gérer les problèmes. Donc on se retrouve déjà à cet âge-là avec une charge mentale qui nous incombe pas, n'est pas censé nous incomber à ce moment-là. Donc voilà, c'était pas facile. Donc finalement la seconde, c'était pas ma meilleure année. Donc finalement, pour la première, je suis orientée en technologique. Donc je change de lycée. Et entre-temps, mes parents ont réussi à trouver un appartement en location à Drancy, où nous avons emménagé, un 2 pièces. Mes parents dormaient au salon, dans un lit clic-clac, et mon frère et moi, nous partagions la chambre. Donc voilà, donc j'ai commencé ainsi mon parcours technologique au lycée après cet épisode. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans le lycée technologique où tu te retrouves? Finalement, c'était pas une mauvaise chose de ne pas avoir réussi la seconde comme je l'ose espérer au lycée Sophie Germain, parce que j'ai eu un renouveau, une nouvelle ascension sociale. J'étais très à l'aise, j'avais de très bonnes notes, j'ai gagné en confiance, c'est-à-dire que je suis devenue déléguée de classe en terminale, j'étais vraiment bien, je réussissais bien mes études à ce moment-là, même si je faisais le trajet tous les jours de Drancy, République, c'était pas non plus évident, mais voilà, ça se passait plutôt bien. Et pour moi, l'évidence après le bac, c'était de suivre sur un parcours BTS ou l'université. Donc j'étais plutôt partie pour BTS et j'avais cette prof de droit qui a su voir mon potentiel et qui m'a dit non Glenda, tu ne vas pas en BTS, tu as le potentiel de faire une classe préparatoire grandes écoles. Et là, qu'est-ce que tu ressens? C'est vrai que souvent j'ai des occasions dans ma vie de personnes qui me rappellent que j'ai le potentiel. Et donc à ce moment-là, je me suis dit ah d'accord, je ne m'en rendais pas compte, mais oui, pourquoi pas. Et là, est-ce que tu as le sentiment que cette prépa, c'est ton premier étage? C'est le premier étage, mais on se dit que j'étais tout à fait consciente que je pouvais me retrouver bloquée dans l'ascenseur à un moment. Pourquoi je dis ça? Parce que
Je savais pertinemment, je connaissais, donc je me suis renseignée sur ces écoles de commerce et je savais pertinemment que je n'avais pas les moyens financiers pour les intégrer. La première étape, ça a été, donc après les concours, j'ai été admissible dans plusieurs écoles de commerce en France et il fallait entamer ce tour de France, comme on l'appelait, pour aller passer les entretiens et donc voilà, être sélectionnée et pouvoir choisir finalement l'école qu'on voulait intégrer. Et ma mère, entre-temps, mère au foyer, elle avait travaillé en tant que femme de ménage. Et puis à ce moment-là, elle avait été licenciée, un licenciement économique, donc elle a touché des indemnités. Et c'est grâce à ces indemnités-là qu'on a pu financer mon Tour de France. J'ai fait le Tour de France, j'ai passé les entretiens dans plusieurs écoles, Sophie Antipolis, Clermont, La Rochelle et Montpellier. Montpellier, mon coup de cœur. T'avais envie de quitter ta famille, Glenda? Oui. Et c'est vrai que ça jouait sur ma décision de vouloir rejoindre l'école de commerce de Montpellier, parce que effectivement j'avais envie enfin de me retrouver dans mon espace à moi, toute seule et loin de la famille, parce que j'avais aussi passé des entretiens dans des écoles ici à Paris. C'est Montpellier avait quand même des valeurs pour lesquelles je m'identifiais le plus. Donc il y avait vraiment une politique de promotion de la diversité, l'ouverture d'esprit, et c'est vraiment ce qui m'a attirée. Comment as-tu financé tes études? J'imagine que ça devait coûter très cher. Ça coûte très cher les écoles de commerce. À l'époque, donc moi c'était en 2010, c'était un peu plus de 8 000 euros. Donc ça augmentait. Donc chaque année, sachant que c'est 4 années d'école. Je suis une aventurière de toute manière. Je me lance et puis je me dis on verra. Donc je me suis lancée en sachant que je ne pouvais pas financer l'école. Et puis au moment où j'ai eu la décision que ça avait été validé pour Montpellier, j'ai commencé à faire le tour des banques. Et donc voilà, échec. Parce que j'ai toqué à plusieurs portes et à chaque fois je me suis retrouvée avec des portes fermées sans forcément avoir une raison particulière. Bienvenue dans l'ascenseur. Tu étais clairement coincée entre deux étages. Comment as-tu fait alors? Je suis quand même allée à Montpellier. J'ai pu louer un studio étudiant. Je ne savais pas comment j'allais payer le loyer, mais j'ai quand même pu louer. J'avais quand même les finances pour les premières garanties. Mais je me suis retrouvée à la rentrée dans ce studio où je n'avais pas d'électricité, parce que j'avais pas pu faire le contrat d'électricité, j'avais pas de sous. Ça durait quand même quelques jours. Et finalement, j'ai pris contact avec une personne qui était ma tutrice quand j'étais en classe préparatoire et qui travaille chez SFR, en lui expliquant ma situation. Elle a été tout de suite réactive. Elle m'a mis en contact avec les bonnes personnes, dont un conseiller bancaire qui a débloqué mon crédit mais en moins de 24 heures. Finalement, les contacts, c'est hyper important et c'est là que je me suis rendu compte que j'ai quand même fait face au racisme, parce que ce conseiller, il a pas fait quelque chose non plus il a pas fait quelque chose de hors process, il a pris en charge mon dossier, toute ma documentation, et il a quand même pu m'octroyer ce crédit-là. Donc voilà, c'était quand même une joie de pouvoir voir que finalement j'allais pouvoir faire mon école de commerce, mais ça fait réfléchir. Qu'est-ce que tu as appris de cette panne d'ascenseur qui était à la fois très courte mais très angoissante? C'était décevant parce que j'avais quand même l'impression d'être rejetée. Et finalement, je me suis dit ah oui, donc j'avais raison au début. En fait, j'aurais dû faire un BTS. C'est vraiment très select. C'est pas pour tout le monde. Et là, on ne parle pas forcément des compétences intellectuelles pour intégrer une grande école de commerce. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir, d'une part, un soutien financier. Il faut avoir un réseau puissant. Donc, c'est bien ça que je trouvais dommage. Donc, finalement, si je n'avais pas insisté, si je n'avais pas forcé mon destin, oui, je serais revenue à Paris pour faire mon petit BTS. Mais quelqu'un t'a aidé quand même.
à reprendre ton ascenseur social. Oui, oui. Et ça, c'est le côté rassurant qui finalement justifie, qui m'incite toujours à vouloir pousser les portes, parce qu'il y a toujours une personne ou quelqu'un qui sera là pour ne pas voir la couleur, ne pas voir les origines, ne pas voir le statut social et vouloir t'aider quand même. Donc et ça, j'ai vraiment eu de la chance dans mon parcours. J'ai parlé de ma prof de droit qui m'a incité à faire une classe de préparatoire. J'ai parlé de cette tutrice-là qui a aussi débloqué ma situation, de ce conseiller bancaire avec qui j'ai entretenu de très bonnes relations après, qui était vraiment là pour moi, qui m'a accompagnée pendant toute la scolarité. Donc oui, il y a de l'espoir. Mes études à Montpellier le prouvent. Donc j'avais choisi Montpellier pour partir loin, ma famille, mais aussi par rapport aux valeurs de SC Montpellier. Et oui, ça a été prouvé. Donc j'ai obtenu ma bourse d'excellence, donc la scolarité qui a été exonérée, les frais de scolarité exonérés. J'ai pu travailler au sein de l'école à temps partiel, donc un travail rémunéré pour pouvoir joindre les deux bouts à la fin du mois. Donc il y a vraiment de l'espoir. Alors, tu réussis tes études à Montpellier. Comment se passe l'entrée dans la vie active? Alors, la dernière année de mon école de commerce, j'ai fait mon alternance au sein du groupe La Poste, courrier international. Et c'est là que j'ai rencontré mon conjoint. Un Français, blanc, 33 ans. Moi, j'avais 26 ans à l'époque. On a entretenu notre relation. Ça a été tout de suite fusionnel. On a entretenu notre relation plutôt en cachette, parce qu'on voulait pas que les collègues en sachent. Donc le matin, il me déposait, mais à 2 rues du bureau, pour qu'on n'arrive pas en même temps. Il attendait 5 minutes. Quand on partait en vacances ensemble, on se disait, cette fois-ci, c'est toi qui racontes tes vacances, mais la prochaine fois, c'est moi. Pour que ce soit pas la même destination à chaque fois. Et puis après 9 mois, je suis tombée enceinte. Une décision commune, donc on a réfléchi, on a décidé d'avoir un enfant. Lui, il avait déjà 33 ans, ses amis commençaient déjà à avoir des enfants. Moi, je voulais aussi avoir des enfants tôt. 26 ans, à notre époque, c'est tôt, mais à l'époque de nos parents, c'était tard. Donc voilà, c'était vraiment une décision commune. Et puis comme la relation, notre relation amoureuse, elle était évidente au niveau des sentiments. La question ne s'est pas posée. Et puis voilà, la preuve est, 10 ans après, on est toujours là. Donc c'était pas forcément un mauvais choix, malgré les regards, parce que quand les collègues ont appris, ils étaient un peu surpris. Dis donc. Mais bon, c'était vraiment une bonne décision pour le coup. Comment ont réagi tes parents? Mes parents. Un choc aussi. Il y a beaucoup de chocs dans ma vie. Un choc. Mon père, il faut savoir que je suis un peu, je dis, je suis sa préférée. Tant pis pour les autres. Donc, il comptait beaucoup, sur moi. C'est-à-dire que j'étais vraiment parmi toute la fratrie, la seule ayant fait des études. Je le disais tout à l'heure, j'étais celle qui gérait toute la partie administrative de la famille, donc qui parlait la langue. Donc voilà, je les aidais pas mal dans cette partie-là. Donc ils comptaient beaucoup sur moi. Et pour mes parents, notre parcours il est tracé. Donc faire des études, avoir un travail, et puis après, oui, ils commencent à me mettre la pression. Alors, tu te maries quand? Mais là, c'était encore un peu trop. Je venais à peine de finir mes études. On n'a même pas fait encore la cérémonie de remise de diplôme. Donc, ça a été un choc pour mon père. Il n'a pas parlé pendant 24 heures. Donc, ça a été hyper rapide parce qu'ils ont quand même mis la pression à mon conjoint. En 3 semaines, il a dû venir se déclarer officiellement. Donc, on a fait le mariage traditionnel. Sa famille était présente. Sa famille, un amour. Ils m'ont bien accueilli dans sa famille. Donc, ça c'est vraiment bien passé. C'était rapide, précipité, mais on n'a pas eu de jugement. Donc voilà, c'était plutôt positif pour nous. Et professionnellement, comment fais-tu? Ta grossesse, elle ne te bloque pas encore entre 2 étages, comme c'est malheureusement souvent le cas?
C'est vrai que du coup, je suis restée après la fin de mon alternance et c'est vrai que je n'ai pas pu rebondir derrière parce que j'étais en congé maternité, on va dire, donc juste après mes études. Et ce qui a été le plus difficile, c'était l'après. Une fois j'ai eu mon premier enfant, de pouvoir rebondir et de revenir sur le marché du travail. Comment tu as fait alors? J'avais l'impression de devoir refaire encore le parcours du combattant, comme je l'avais fait avec l'école de commerce. Donc voilà, je venais de finir, j'ai obtenu mon master en management des achats et de la qualité. Donc voilà, quand je faisais mes recherches, c'était vraiment ciblé dans ce secteur-là. Et force est de constater que souvent, même pour un premier emploi, on va nous demander de l'expérience, ce que je trouve absurde. Donc voilà, j'ai cherché pendant 8 mois la frustration de rester à la maison. Mon fils avait déjà commencé la crèche, donc voilà, de ne pas trouver de travail. Et finalement, j'ai rejoint une start-up Cubine en tant que responsable service client. Donc on était une dizaine, un peu moins de 20 personnes, et je gérais les réclamations entre les clients qui étaient des e-commerçants, et je faisais aussi l'intermédiaire avec les transporteurs et les compagnies d'assurance. Donc ça a été ma première expérience dans la relation client. Mais au bout de 2 ans, je ne me sentais pas vraiment à ma place. Le milieu start-up, c'était vraiment un noyau, c'était des amis qui se connaissaient, donc je me sentais pas, j'étais pas bien intégrée. Donc j'ai décidé de démissionner sans en parler autour de moi. Donc à part mon conjoint qui était au courant, j'en ai pas parlé parce que je ne voulais pas de jugement, qu'on ne comprenne pas que voilà, après X mois chercher du travail, j'en trouve finalement je décide de partir. Donc je pars. Et donc je suis au chômage, je suis restée au chômage pendant 1 mois et finalement j'ai réussi à trouver une nouvelle mission chez Weezings, qui est une entreprise française spécialisée dans les produits de santé connectés, en tant que chargée qualité. Cette fois-ci, j'avais la dimension internationale car on travaillait avec donc c'était au sein du service client, mais on travaillait avec des contact centers qui étaient dans d'autres pays. Et j'étais en charge de la qualité, donc je m'assurais que voilà, les agents qui travaillaient pour nous respectaient bien les process et qui s'adressaient correctement à nos clients. L'international, c'était important pour toi? Oui, c'est vrai. C'est vrai que inconsciemment, dit comme ça, je n'y pense pas forcément, mais c'est vrai que je suis souvent attirée par l'international. Pourquoi? Peut-être parce que voilà, je viens d'ailleurs, mon parcours personnel, je parle 5 langues. Donc c'est là aussi où je me sens bien de pouvoir interagir avec des personnes de différentes cultures, différents horizons. Donc voilà, c'est vraiment ma voie pour le coup, l'international. Ça reprend mon parcours et mon bagage. Et donc après, qu'est-ce qui se passe? Donc après Weezings, je tombe enceinte donc de mes jumeaux. Donc au bout d'1 mois, je suis en arrêt parce que voilà, au niveau grossesse, ce n'est pas toujours évident. Je n'ai pas de grossesse facile. Donc je suis en arrêt et pendant mon congé maternité, je suis débauchée par Litchi. Litchi, la cagnotte? La cagnotte en ligne. Donc la cagnotte en ligne pour créer le service qualité. Donc voilà, faire vraiment venir créer from scratch ce service qualité-là pour former et onboarder les agents du service client interne, être le garant du discours client, travailler en collaboration avec le responsable service client sur voilà, l'amélioration de la satisfaction client. Donc j'y ai travaillé pendant 3 ans et ensuite j'ai été chassée par un cabinet de recrutement pour rejoindre Europcar Mobility Group en tant que responsable qualité service client international. Bienvenue dans l'ascenseur. Glenda, tu as été débauchée 2 fois. Est-ce que ça te donne confiance en toi encore plus? Carrément. C'est vrai que au bout d'un moment, on commence à se dire bon bah Glenda, t'arrêtes maintenant avec ton syndrome de l'imposteur. Tu as du potentiel.
Et là, aujourd'hui que je suis chez Europcar, je sens que ce syndrome de l'imposteur que j'ai toujours eu s'atténue. De par les feedbacks que je vais avoir de mes collègues, de mes managers, et aussi parce que j'arrive avec ce bagage de compétences dont je détiens, on va dire, l'expertise. Donc ça me donne de plus en plus confiance. Alors que je m'étais toujours posé cette question-là, est-ce que je mérite cette place de par mon parcours, le fait de ne pas savoir que le français ne soit pas ma langue maternelle. Je sais, enfin, je me souviens, le fait de prendre la parole en public, pour moi, c'était juste, c'était horrible. Enfin, heureusement que je suis noire, sinon on verrait, je deviendrais rouge à chaque fois. Mais souvent, on entendait ma voix trembloter. Et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Donc, je prends la parole en public, dans plusieurs langues. Je m'adresse à plusieurs personnes. Enfin, ça s'atténue. Maintenant, j'ai confiance en moi. Je suis fière de mon bagage, de mon parcours. Et voilà, ça aide beaucoup. Alors souvent l'ascenseur social, ça implique de s'éloigner émotionnellement un peu de sa famille. Est-ce que c'est ton cas? Tout à fait. Cela avait déjà démarré avec mon départ à Montpellier. J'avais envie de partir, de m'éloigner de ma famille. Et je pense que c'était aussi, je l'ai dit, hein, c'était pour avoir mon espace, hein, mais c'était aussi pour me détacher un peu des problèmes familiaux qu'on peut avoir et la charge mentale qu'on nous incombe inconsciemment. Hein. Donc on se retrouve quand même coincé au milieu de tout ça, alors que ma préoccupation en tant que étudiante ou jeune adolescente devrait être d'autres choses. Voilà, j'ai cherché à fuir un peu à ça. Et puis aussi le fait de réussir, en quelque sorte, j'essaie de me cacher aussi. J'essaie de me cacher. Parce qu'il faut savoir que mes grandes sœurs, elles sont restées en Afrique, hein, en Guinée-Bissau. Ma mère, mes parents, ils ont fait le choix de venir au Portugal. Hein, et donc moi, je suis née au Portugal, donc j'ai eu cette chance-là. Mais on va pas toujours comprendre que le choix ne venait pas de moi, ou que mes parents n'avaient pas d'autre choix que nous emmener que nous, ou qui est que mon frère et moi. Et il peut y avoir parfois ce sentiment de elle est plus privilégiée, et pourtant on essaie d'expliquer, hein, quand on part, quand je pars en Guinée-Bissau, quand j'en parle, je dis mais là-bas la vie n'est pas facile, hein, n'est pas facile non plus. On se lève tous les matins, enfin là je me lève tous les jours quand je vais au bureau à 6h30 du matin, le froid, le vent, j'ai des factures à payer à la fin du mois, donc c'est pas 3 enfants, donc c'est pas non plus le luxe. Je ne vis pas dans le luxe, hein, donc et ça on va pas toujours comprendre. Donc on va avoir tendance à se cacher, à ne pas trop se montrer. Mon père qui était fier de moi et que j'ai perdu en 2021, je sais, enfin je le reprochais tellement de parler de sa fille publiquement, de dire oui ma fille elle a fait ci, ma fille a fait ça, et je n'aimais pas parce que je voulais rester discrète sur ma vie, sur mon ascension. Et ça a toujours été un problème et c'est toujours le cas. Donc finalement, on se retrouve dans cette situation où on ne peut pas trop se montrer. Et avec ta mère, comment ça se passe aujourd'hui? Depuis le décès de mon père, ma relation avec ma mère a complètement changé. Quand j'étais adolescente, j'avais une relation beaucoup plus fusionnelle avec mon père et elle avec mon petit frère. Donc on s'était départagés, il n'y avait pas de jaloux. Mais depuis le décès de mon père, on a une très bonne relation. Elle est très présente. Elle m'aide énormément avec mes 3 enfants. Sortie d'école, elle s'occupe d'eux. Donc voilà, c'est vraiment une aide incroyable. Je m'entends très bien avec elle et je ne sais pas comment je ferais sans elle. C'est-à-dire que elle m'aide aussi dans mon ascension professionnelle, et ce qui est très important. Je dirais aussi la même chose de ma belle-mère.
qui s'occupe de mes enfants, qui s'occupe de mon fils, qui les prend pendant les vacances, qui s'occupe de mon fils tous les mercredis. Donc voilà, les grands-mères ont vraiment un rôle très important dans notre vie et ils nous aident énormément dans cette ascension professionnelle. Donc on parle toujours du réseau, on en revient encore. Donc il y a le réseau professionnel, il y a la famille. Je pense que seule je n'y arriverai pas. Donc j'ai eu besoin de ce réseau-là professionnel qui m'a aidé à monter les échelles et aussi de ma famille aujourd'hui qui est présente et qui m'aide du coup à être concentrée sur ma carrière professionnelle parce qu'ils sont là. Glenda, que faudrait-il changer pour améliorer l'ascenseur social en France? Si je prends mon expérience en exemple, moi ce qui m'a le plus marqué, ce qui m'a déçu, ça a été les blocages pour accéder aux études supérieures, aux études qui sont considérées comme sélectives aujourd'hui. Donc les écoles de commerce, les prépas. L'une des réponses des banques, ça a été de dire oui, mais on n'est pas sûr que vous allez rester en France après vos études. Ce que je trouve complètement absurde. Donc ce racisme masqué, c'est quelque chose qu'il faut changer. Plus de transparence et d'ouverture, d'accès à l'information. Si cette prof de droit ne m'avait pas parlé de classe préparatoire, j'aurais fait un BTS. Donc voilà, c'est très important. Donc vraiment l'ouverture d'esprit, qu'on enlève la couleur, qu'on enlève le statut social, des critères, et qu'on prenne vraiment les personnes pour ce qu'elles valent. Ça vaut le coup, hein, parce qu'on peut y avoir des surprises. Donc et que ce ne soit pas rédhibitoire. Donc c'est ça que je trouve dommage aujourd'hui dans la société française. Un conseil ou des conseils aux jeunes qui veulent prendre l'ascenseur? Ce qui ne m'a vraiment pas aidé, c'est le syndrome de l'imposteur. Donc je leur dirais de l'oublier. On a tous du potentiel. Parfois du potentiel qu'on ne connaît pas et on a besoin des autres. Hein. On ne peut pas atteindre l'ascension seul. L'ascenseur, parfois on le prend aussi avec d'autres personnes, on le prend pas seul. Donc d'oublier ce syndrome de l'imposteur et croire en soi, s'ouvrir au monde. Donc ne pas se rester coincé à ce qu'on nous dit. Donc d'être curieux, d'aller chercher par soi-même, de se dire bon bah ok on m'a dit ça, l'orientation m'a dit ça, mais je vais quand même rechercher des informations pour savoir ce que je peux faire. Et travailler beaucoup, parce que pour y arriver quand même il faut travailler, être déterminé, ne pas lâcher, ne pas abandonner. Pour en arriver là, j'ai beaucoup travaillé, j'ai pas lâché, même quand je n'y croyais plus. Au fond de moi, je me disais bon, ça, je vais pas y arriver, mais j'ai quand même y allé. Je pense que cette qualité d'optimiste m'a beaucoup aidée. Donc voilà, il faut pas se fermer les portes. Si on les ferme, on force et on pousse. Glenda, je ne t'imagine pas t'arrêter là dans l'ascenseur. Tu penses déjà à l'étage supérieur? J'ai rejoint Europcar depuis 6 mois pour une mission qui me plaît. Donc je suis vraiment prête à relever ce défi. Donc je vais déjà réussir la mission qu'on m'a confiée. Ensuite cette mission qui est vraiment challengeante. Hein. Aujourd'hui je fais un management transversal. Pour plusieurs pays, donc il y a cette question de culture, voilà, de fait de ne pas faire du management direct, donc c'est une bonne expérience et c'est très formateur. Il y a du politique, il y a du culturel, donc vraiment intéressant. Donc je vais vraiment prendre le temps de bien réussir cette mission. Et ensuite, voilà, enfin, je verrai les horizons qui s'ouvriront à moi. Je suis encore jeune, ambitieuse. Force est de constater, de par mon parcours, que voilà, je ne m'arrête pas. Mais voilà, enfin, je suis confiante que on n'a pas atteint encore le dernier étage de cet ascenseur et qu'il y a encore de belles choses à venir.
Merci beaucoup Glenda pour ce voyage dans ton ascenseur. Merci à toi Anne-Cécile. Bienvenue dans l'ascenseur. C'était Bienvenue dans l'ascenseur, un podcast réalisé par Milim pour Actuali. Montage Elisa Azogui-Burlac. Mixage et musique Kevin O'Leary. Ce podcast est soutenu par L'Oréal University Leadership and Culture, qui forme au leadership inclusif, innovant et responsable. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous, parlez-en autour de vous, partagez-le sur les réseaux sociaux et laissez un avis, sans oublier de noter 5 étoiles.